ce que je voudrais vous montrer, c'est finalement la démarche qui, devant un ensemble de données épidémiologiques, permet déjà de se faire une opinion, soit sur une épidémie dans le cours d'une investigation d'épidémie, soit sur une maladie endémique pour essayer de comprendre ce qui peut se passer. Alors, quelques définitions simplement pour dire que l'épidémie, c'est en fait une maladie qui va diffuser dans une population, donc qui vient du grec épi au-dessus et des mots peuple. Normalement, c'est un problème de santé qui va toucher une grande partie de la population. Le mot-clé, finalement, c'est le mot anormal. Quand on est face à une épidémie, on va se retrouver, en tout cas dans les pays en développement, rapidement débordé et à devoir faire des actions spécifiques. D'où l'importance d'investiguer une épidémie. L'investigation va faire appel à deux étapes. Une étape descriptive dont je vais parler aujourd'hui, l'étape analytique, vous la verrez plus tard. L'endémie, finalement, c'est la contrepartie de l'épidémie. L'épidémie peut se transformer en une endémie, donc du grec endémon nosema, qui est en fait une maladie au sein d'un pays, au sein d'un territoire. Comment une maladie infectieuse va s'enraciner dans un territoire. Pour la comprendre, eh bien là encore, il va falloir décrire, il va falloir analyser. Et finalement, cette étape descriptive est la même, c'est pour ça que j'ai groupé les deux notions ce soir. J'ai repris là le schéma des militaires du service de santé des armées, on change un tout petit peu l'ordre pour avoir une plus grande logique, une plus grande cohérence, et on va voir surtout les 5 premières étapes qui est la partie descriptive. Pourquoi faut-il définir des cas dans une épidémie? Pourquoi faut-il et comment on les dénombrer? Quels sont les pièges qu'on peut avoir? Poser le diagnostic étiologique, ça tout le monde le comprend assez bien, quoique finalement il existe des épidémies ou des maladies, même des pandémies, pour lesquelles on a commencé à reconnaître la pandémie avant de connaître le diagnostic étiologique. Il y a le sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Si on met syndrome de quelque chose, c'est qu'on ne savait pas la cause. Ou le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, pareil. Une épidémie qui commençait à tourner à la pandémie, qui touchait plusieurs continents et qui n'avait pas d'étiologie connue. Petit à petit, on a fini par la trouver. Après le diagnostic étiologique, qui n'est donc pas une étape indispensable, je vais surtout montrer comment on organise les données en termes de temps, lieu et personne. Ensuite, ça permet de confirmer l'existence d'une épidémie, donc ça devient la conséquence naturelle de cette organisation. Et puis derrière, il y a encore un certain nombre d'étapes qu'on ne verra pas ce soir, comme essayer de trouver les causes, formuler des hypothèses, les vérifier avec des tests particuliers, valider la cohérence de ces hypothèses, et puis derrière, évidemment, faire de l'épidémiologie sur ces épidémies, sur ces maladies endémiques, c'est trouver des points d'action pour traiter ou pour prévenir le problème. Et à la fin, c'est indiqué, des fois ça peut poser problème, mais quand on fait l'investigation d'une épidémie, c'est aussi pour rendre compte, pour rendre public les résultats de cette investigation. Alors là, l'endémie finalement c'est la même chose, la démarche va être la même, sauf qu'au lieu de confirmer l'existence d'une épidémie, on essaye d'analyser son évolution et voir comment ça peut devenir dans les années qui viennent. Mais tout le reste est finalement la même démarche, ça j'ai beaucoup. Voilà, première chose, définir les cas. Ça paraît complètement bête comme histoire, mais je vais vous prendre un exemple. On va en République démocratique du Congo, on parle de peste. Voilà la définition de cas telle qu'elle existe, au moins sur le papier, au niveau du ministère. Donc on parle de peste comme quelqu'un à la fois, donc un syndrome fébrile et infectieux général, fièvre, frisson, céphalée, état de maladie grave et prostration. Et puis pour la peste bubonique, donc au moins une adénite douloureuse, généralement unilatérale, donc c'est le bubon. Et pour la peste pulmonaire, tout, alors avec l'expectoration intéressante, douleur dans la poitrine et respiration difficile. Vous verrez très vite que sur le terrain, toute personne qui se présente avec un syndrome infectieux plus de la toux en contexte d'épidémie de peste est réputée avoir un cas de peste. Et ça va poser problème. Confirmation, évidemment, mais vous verrez que ce n'est pas évident partout, finalement. Un cas de peste est confirmé quand on isole la bactérie ou même réaccepter le test
tests de diagnostic rapide dans un contexte épidémique et de pouvoir confirmer ces cas. Mais sur le terrain, généralement, il n'y a pas ces tests, il n'y a pas cette possibilité d'isoler la bactérie. Alors voilà ce que ça peut donner quand on a une définition de cas qui est un peu générale et qu'on n'a pas de confirmation biologique facile. Sur une véritable épidémie de peste qui a eu lieu dans le nord-est de la République démocratique du Congo, on va retrouver sur l'OMS, sur le bulletin de l'OMS, sur leur site, qu'il y a eu 1174 cas de peste, dont 50 décès. Et un certain nombre de prélèvements ont été faits, mais il a été difficile à faire sur le plan du laboratoire. En fait, c'était une authentique épidémie de peste et finalement le diagnostic a été fait. Mais ce qui ne va pas dans cette histoire-là, qui paraît très étonnant, c'est que dans un endroit où l'accès aux soins est extrêmement difficile, pour une épidémie de peste pulmonaire, donc un millier de cas de peste pulmonaire, on n'est que 50 décès. Ça ne colle pas, et il y a une erreur de ce côté-là. Quand on va un peu plus loin, donc c'est en fait, il s'agit de l'épidémie qui a eu lieu à Rwanda, qui se trouve là. On est complètement dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, dans la partie forestière en plus, difficile d'accès. Et voilà où a lieu l'épidémie, dans un camp de mineurs qui travaillent sur le mine d'or, évidemment, je ne me souviens plus pour cette histoire-là. Évidemment, c'est à la fois très dangereux, difficile d'accès, loin de toute facilité dans le vue diagnostic, même prise en charge hospitalière. Donc 5% de létalité sur une peste pulmonaire, on ne peut pas y croire. Et quand on regarde en fait la courbe épidémique qui est ici en bleu et la létalité, je vous rappelle que c'est le nombre de décès sur le nombre de cas. Vous voyez que la létalité dans les premières semaines, la semaine 33 à 39, elle est de 80 à 100%, c'est totalement cohérent avec une épidémie de peste pulmonaire. Mais après, on a beaucoup plus de cas déclarés, jusqu'à 300 par semaine. Mais ces 300 cas sont probablement plus des cas de peste parce que la létalité s'écoule. Je veux bien qu'il y ait l'accès aux médicaments, mais elle aurait été encore relativement élevée, peut-être 30 ou 40% dans un contexte comme celui-là. Et en fait, la gratuité des soins a fait que beaucoup de personnes qui présentaient des signes pulmonaires à côté de ça sont venues consulter. Et derrière, on a quoi? On a une épidémie de peste qui, au lieu de faire quelques dizaines de cas, c'est déjà suffisant, hein, de la peste pulmonaire, quelques dizaines de cas, est montrée à plus de 1000 cas sur la seule notification qui était disponible pendant pas mal de temps, maintenant il y a une publication, donc sur le site de l'OMS. Même topo, une actualité beaucoup plus récente, le choléra en Haïti. Il y a une définition, là encore, finalement c'est une définition clinique, c'est quelqu'un qui présente une diarrhée suffisamment sévère pour qu'on suspecte le choléra, donc il y a des choses plus ou moins précises. Et puis, dans les premiers cas, il faut s'astreindre à confirmer finalement biologiquement ces cas de choléra. Et puis, en Haïti, vous savez qu'il y a eu une épidémie de choléra qui dure maintenant depuis novembre 2010, octobre 2010, et on va aller s'intéresser à Saint-Marc, qui est une ville sur la côte, simplement parce que très récemment, une campagne de vaccination a démarré à Saint-Marc. Et voilà un petit article qui a été fait dans le New York Times sur cette campagne de vaccination. Et donc 2 sites sont choisis, Saint-Marc et un bidonville de Port-au-Prince. C'est quand même une campagne de vaccination qui va coûter plusieurs millions de dollars. Et quand on regarde, moi j'ai regardé parce que j'avais les données par commune, voilà le nombre de cas suspects de choléra à Saint-Marc. Vous avez, pendant l'année 2011, il y a eu un pic plus violent en 2010, mais en 2011 il y a quand même pas mal de cas avec des pics à 30, 40 cas, et puis au moment de la saison des pluies, une belle reprise du choléra. Simplement, quand on va un peu plus loin, on s'aperçoit qu'à Saint-Marc, la létalité, il n'y a eu que 3 décès, donc une létalité qui est calculée à 0,07%. Ça, c'est pas une létalité de choléra. Et en fait, ces diarrhées qui sont venues peut-être dans un contexte global d'épidémie de choléra sur Saint-Marc sont pour la très grande majorité pas des cas de choléra. C'est pas possible qu'on ait 0,07% dans le contexte de la prise en charge des cas en Haïti, même si Saint-Marc est peut-être un exemple où ça se passe mieux. Est-ce que, donc là c'est un problème de définition de cas, fallait-il cibler cette commune? Pour moi clairement non, mais
tout cas ça a été choisi finalement sur la base, donc des millions de dollars dépensés sur la base d'une définition de cas qui est finalement trop peu spécifique et qu'il aurait fallu étudier de plus. Donc vous voyez quand même, définir les cas c'est important. Les dénombrer c'est beaucoup plus facile. Voilà ce qui se passe une fois qu'on a les cas. Il suffit d'aller dans les structures de soins, de recueillir les données. Voilà le dernier dénombrement de cas qui a été fait pour la journée du 10 avril. Vous voyez que c'est facile, mais on n'arrive pas à avoir des données, on va dire up-to-date, juste d'actualité. 10 avril, on est début mai maintenant, ça fait quand même 3-4 semaines. Pour pouvoir agir sur l'épidémie, on a quand même un sacré retard. Mais sinon, qu'est-ce qu'on veut savoir? Les cas suspects, plus de 5 ans, moins de 5 ans, et la localité, l'endroit où ça s'est passé. Alors le problème de dénombrement, on peut avoir là un exemple de fausse épidémie. On est à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. En 2002, il y a eu une éruption d'un volcan qui s'appelle le volcan Nyiragongo, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de la ville, et qui a tendance à rentrer en éruption. Et les éruptions se traduisent par des coulées de lave. Ça fait assez peu de morts. Par contre, ça déblaye tout sur son chemin. Et là, la coulée de lave a traversé la ville de Goma. Et on considère qu'environ 80 000 ou 100 000 personnes ont perdu leur logement. Ils ne sont pas restés, mais ils ont perdu leur logement. Et on a cette... moi, j'y étais allé donc, pour Médecins du Monde pour mettre en place une mission d'urgence. Et la première chose qu'on a faite, c'est compter un certain nombre de cas. C'est le nombre de diarrhées, le nombre de pathologies respiratoires, le nombre de fièvres, c'est appelé paludisme, mais ce n'est pas forcément du paludisme. Et vous voyez qu'avant, on a récupéré sur les registres les données d'avant l'éruption, et puis après, pendant l'éruption, les gens sont partis, ils reviennent, et là, tout d'un coup, au lieu d'être à quelques dizaines de cas par jour, on est à 800 cas en moyenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ensuite qu'il y a un décrochage à 150 cas en moyenne. Très clairement, 6 semaines à 800 cas, 6 semaines à 150 cas, et la surveillance s'arrête. Ça, c'est typiquement Union européenne, ECHO, l'organisme d'aide humanitaire de l'Union européenne, qui subventionne et qui rend les soins gratuits pendant 6 semaines. Donc, les gens vont consulter, d'où ce pic épidémique, mais qui ne traduit pas un surcroît de maladie. Et ensuite, c'est à 0,2 $. On a 150 cas, et avant, c'était $1 à consultation. Et vous voyez comment, selon le prix, vous avez un nombre de patients, avec une proportion de patients graves qui est presque la même, en tout cas quand on étudie dans cette période-là et dans cette période. Ensuite, poser le diagnostic technologique. Je vais passer rapidement. Généralement, dans un contexte d'épidémie, on va faire des échantillons, et puis on les analyse plus loin. Donc, c'est souvent transportable, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Reste à organiser, et ce sera le dernier point, les données en termes de temps, lieu et personne. Alors en termes de temps, voilà par exemple après ce que ça peut nous montrer. Ça, ce sont les données de cas suspects de choléra à Goma, justement, dans les différentes aires de santé qui font partie de Goma, sur une période de 10 ans. Et vous voyez que juste après l'éruption du volcan Nyiragongo, ça ne peut pas à ce niveau-là. Et on a plutôt une période de cas. Les catastrophes géophysiques ne sont pas des causes habituelles d'épidémie de choléra. Au contraire, l'apport humanitaire suffit généralement à contrôler ce type de problème. Et on a plutôt moins de problèmes dans ce contexte. Alors Haïti, c'est aussi une catastrophe type tremblement de terre, mais c'est beaucoup plus tard, et c'est amené par des soldats de la force de maintien de la paix en Haïti. Et vous voyez ce que donne l'épidémie quand on l'organise en termes de temps, et qu'on y met derrière des données de pluviométrie. Et on a maintenant travaillé cette figure, et il est clair que si le premier pic qui est lié, le tout premier pic qui est lié à la contamination massive d'une rivière par une fosse septique, celui-là n'est pas lié à la pluie, c'est un déversement. On voit que le cyclone Thomas, juste après, a été un facteur aggravant, et que lors de la saison des pluies qui a eu lieu en 2011, il y a vraiment eu un effet booster de la période de forte pluviométrie. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'endroits. Donc la pluie est un effet favorise la transmission du choléra, parce que les latrines débordent, contaminent les eaux de surface, et les gens se contaminent auprès des eaux de surface. En termes de lieu, reprenons la République démocratique du Congo. Quand on regarde
par province et sur pas mal d'années, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes provinces situées à l'est et au sud-est du Congo qui sont touchées. Et quand on regarde un peu plus près ces provinces, on s'aperçoit que la répartition est très inhomogène avec les zones qui sont le long des lacs, qui sont plutôt plus touchées. Et là, Kalemi est un endroit où il y a très régulièrement le plus de cas. Donc on peut aller plus loin, rechercher sur Kalemi comment ça se passe, voilà la ville de Kalemi, ça n'a rien d'un bidonville, ça n'a rien d'un camp de réfugiés, et pourtant c'est un endroit où il y a énormément de cas de choléra. Donc là, on peut travailler plus loin, aller chercher des unités géographiques plus petites, et ensuite collecter les cas, mais ce travail nécessite que cette photo soit dans les CTC, dans les centres de traitement de choléra, pour qu'on puisse pointer où sont les cas. Donc c'est quand même une prospective. Mais ça permet de s'apercevoir qu'il y a vraiment une augmentation du nombre de cas en certains endroits. Donc là, c'est le long de la rivière Kubuga, qui est ici, qui est l'exutoire, le déversoir du lac Tanganyika. Et quand vous voyez cette rivière d'avion, vous avez un passage des eaux d'écoulement vers la rivière. Et un peu plus loin, c'est à cet endroit-là que les gens récupèrent de l'eau pour s'alimenter en eau dans les quartiers qui bordent cette rivière. On comprend bien le phénomène et ensuite on peut proposer des mesures. On quitte un peu le choléra, la peste, parce qu'il faut parler que je suis prof de parasito, il faut continuer un exemple en parasitologie, la leishmaniose avec ces trois acteurs dans la leishmaniose, l'homme étant finalement un acteur accessoire. D'abord le parasite, leishmania infantome ici, le vecteur, à Marseille c'est Phlebotomys perniciosus, dans les Cévennes c'est Phlebotomys ariadis, et puis le réservoir canin. Là encore, on peut travailler et on peut essayer de comprendre la répartition des cas en fonction de la densité de population et s'apercevoir que ce qu'on pensait être un foyer relativement homogène est tout à fait inhomogène. Bon, là vous avez dans la partie ouest, la région PACA, des zones très venteuses. Et c'est assez normal qu'il n'y ait pas de transmission parce que les phlébotomes n'est pas du tout. Mais vous avez aussi là, sur cette partie de la côte, une zone où il n'y a quasiment pas de leishmaniose. Et avec des différents logiciels, ici c'est StatScan, StatScan qui est un logiciel qui fait des fenêtres et qui regarde, qui compare ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur de la fenêtre et qui essaie de voir s'il y a des différences. Ça permet de localiser des clusters. En utilisant des échelles un peu plus fines, on s'aperçoit que dans Marseille, on a là encore un foyer important de leishmaniose avec juste une zone qui est protégée pour plein cœur du centre-ville, mais la plupart des quartiers marseillais sont touchés, c'est beaucoup plus diffus que ce qu'on pouvait penser. Et à Nice, même si on est dans tous les cas dans le sud, il y a vraiment un foyer très important sur le nord avec un fonctionnement de foyer qui est différent, en tout cas des paysages qui sont complètement différents. D'un côté, c'est des communes très boisées, et de l'autre, on est quand même en ville. Voilà d'autres travaux faits sur Marseille, où une autre approche consiste non plus à faire des fenêtres qui vont s'élargir, mais à couper un secteur selon la répartition des cas d'un côté ou de l'autre pour trouver les plus grandes différences. Et petit à petit, en continuant de couper, on finit par définir, et là c'est encore Marseille, des zones où on a un risque de 2% et d'autres où on a un risque de 91%. Là, il s'agit d'une étude cas témoin où on avait pris 2 témoins pour un cas. Donc le risque est très largement surévalué, mais la proportion des risques est la même. Voilà ce que ça donne sur le foyer marseillais ou sur le foyer niçois. La dernière chose en population, d'abord temps plus lieu, combiner les deux choses. Alors on peut le faire en faisant des successions de cartes, je vais vous montrer pour l'épidémie d'Haïti, avec un démarrage dans une zone loin de la mer, près d'un camp de soldats, et ensuite une diffusion assez rapide, très très violente, le long du fleuve, en entraînant un deuxième regroupement de cas, un deuxième cluster de cas, plus près de la mer, donc en aval du fleuve. Autre manière de faire, je vous ai parlé de ces clusters de cas spatiaux avec StatScan, on peut aussi faire des clusters temporospatiaux et donc définir que la première anomalie se trouve là entre le 16 et le 19 octobre, la deuxième se trouve là entre le 20 et le 28 octobre 2010, etc. Et ça permet de décrire les différentes étapes de l'épidémie. Une autre manière de faire cette mise
ensemble finalement de données temporelles et spatiales, c'est de classer les courbes épidémiques comme elles ont été classées ici. Certaines avaient un pic initial, puis ensuite ont tendance à s'améliorer. D'autres, au contraire, ont des démarrages de plus en plus tardifs. Et vous voyez que ce classement permet de regrouper les types épidémiques en fonction de la localisation, et en fait de la localisation par rapport à la rivière Artibonite. Les pics avec, les épidémies avec pic initial, c'est là où les patients se sont contaminés directement auprès du fleuve Artibonite dans la période de temps de la deuxième quinzaine d'octobre. Et après, c'est la diffusion de l'épidémie. On montre bien là qu'on a une épidémie qui diffuse de manière centrifuge. Voilà, alors population ou personne, quand on parle de leishmaniose, ça c'est quelque chose que vous connaissez bien. On va chercher les immunodéprimés, les enfants, les adultes, on peut le présenter comme ça. Mais population ou personne, c'est aussi des fois le résultat d'enquêtes de terrain. Par exemple, c'est quand même important dans cette histoire d'épidémie de peste d'avoir une idée de comment vivent les gens et le contexte où ils vivent. Là, c'est pour le choléra en République démocratique du Congo. Des populations de pêcheurs sont particulièrement exposées. Quand on voit les conditions de campement des pêcheurs, on comprend pourquoi. Là, c'est à Goma en 1994, en périphérie d'un camp de réfugiés, où on a toute la transmission du choléra qui se fait. Les gens n'ont pratiquement pas d'eau, donc récupèrent l'eau ici, l'eau se lave, et il y a surtout le champ de défécation qui est ici. C'est une catastrophe sanitaire. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts, rien que de maladies diarrhéiques, à cause de ce contexte. Là, je vous ai montré l'exemple de Kalemi. Et puis, c'est une autre ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Les gamins vont chercher l'eau dans les sources qui sont là. C'est Koh-Lanta parce que le reste, ce qui coule marron, c'est les égouts. Donc, aller chercher l'eau sans contaminer l'eau, amusez-vous. Évidemment, on ne devrait pas laisser des choses comme ça, et c'est extrêmement compliqué. Moi, je suis toujours surpris de voir des situations comme celle-là qui n'ont pas trouvé de solution et qu'on retrouve encore après plusieurs années d'évolution d'épidémie. Donc finalement, et ce sera mon dernier mot là-dessus, toutes ces analyses servent à repérer les problèmes, les identifier précisément, proposer des solutions, l'investigation, l'analyse des foyers endémiques, c'est pour agir, c'est pour proposer des solutions. Voilà.